Qu'est-ce qu'un contrat de travail? Eh bien, un contrat de travail, c'est un contrat particulier. C'est un accord de volonté, donc comme n'importe quel contrat, par lequel une personne, le salarié, s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne qui est l'employeur. Alors, lorsque l'on regarde cette définition, en fait, c'est pas très compliqué. Un contrat de travail, c'est un accord entre deux personnes. Donc, ça veut dire que deux personnes sont d'accord, l'une pour travailler, l'autre pour payer ce travail. Et le salarié s'engage par ailleurs à travailler sous la direction de l'employeur, c'est-à-dire la direction sous les ordres, sous les directives de l'employeur. Or, cette définition est parfois insuffisante euh, parce que dans certains cas, un travailleur qui n'a pas de contrat de travail eh bien, ne pourrait pas être reconnu comme travailleur salarié alors que pourtant il travaille bien sous les ordres d'un employeur. Je vais d'ailleurs vous raconter l'histoire d'un ami comme exemple. J'ai un ami qui à l'époque était étudiant tout comme moi et il avait un travail accessoire le soir. Il livrait en scooter des pizzas dans la ville où nous étudions. Son employeur avait été donc le patron de la pizzeria et un jour il lui dit écoute voilà la pizzeria va pas très très bien. On a quelques problèmes, j'ai quelques problèmes au niveau de sa rentabilité. J'aimerais te proposer quelque chose. Alors mon ami lui dit bah oui mais vas-y quoi. Et le patron lui explique ben voilà moi ce qui m'intéresserait c'est qu'on mette fin à ton contrat de travail. Voilà. Et en contrepartie, ben, je t'embauche en tant qu'auto-entrepreneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son patron lui proposait en gros de devenir, de travailler pour lui, mais plus en tant que salarié, en tant qu'indépendant, en tant qu'auto-entrepreneur, un peu comme, bah, exactement comme les conducteurs de taxi Uber. Voilà. Euh, Bien sûr, le patron lui dit, par contre, tu pourras toujours utiliser les scooters de la société. Je t'appellerai vraiment quand j'ai besoin de toi en cas de rush, lorsqu'il y a beaucoup de commandes, par exemple le soir d'un match de foot, etc. Je te paierai un peu plus. Par contre, je t'appelle quand je veux, quoi. Alors, quel était l'intérêt pour le patron de faire ça? Bah, premièrement, il faut savoir que si mon ami fait des heures, beaucoup d'heures de travail dans la semaine, par exemple s'il l'appelle tous les soirs pour venir travailler et que il dépasse la durée maximum autorisée pour un salarié, eh bien le patron ne le paiera pas en heures supplémentaires. Donc déjà le patron il gagne, premièrement. Deuxièmement, en cas d'accident du travail, compte tenu que mon ami aurait été auto-entrepreneur, eh bien, le patron n'aurait pas dû indemniser son salarié, puisqu'il n'y a pas de salarié. Et, par le fait, ça devient une société quelconque à qui il a affaire, un sous-traitant. Voilà, et ben, donc si le sous-traitant a un accident, le patron de la pizzeria n'est pas responsable de quoi que ce soit. Troisièmement, il peut se séparer de lui quand il veut, sans avoir à le licencier. Hein. Simplement, il met fin au contrat de prestation de service et si le contrat de prestation de service est rédigé de telle manière à ce que la rupture est possible n'importe quand avec un petit préavis, eh bien en tout cas, le patron peut s'en séparer beaucoup plus facilement que s'il y avait eu un contrat de travail, puis surtout sans indemnité de licenciement. Et enfin, mais ça ne concerne pas le patron de la pizzeria, mais mon ami, il n'aurait pas touché d'indemnité Pôle emploi, etc. en cas de rupture. Voilà. Donc ça, ce sont les quatre grandes conséquences de cette transformation du contrat de travail en contrat de prestation de service. Bien, alors à un moment donné, la jurisprudence est venue interpréter la loi, la préciser pour pouvoir faire la distinction entre les deux. Alors cette définition, c'est une définition jurisprudentielle, elle n'était pas précisée par la loi. Et dans cette définition, on retrouve trois éléments caractéristiques qui sont nécessaires pour obtenir un contrat de travail. D'abord, l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur. Ensuite, une prestation de travail du salarié. Et puis enfin, la rémunération qui sera versée par l'employeur. Alors, il existe des contrats où vous avez une prestation de travail et une rémunération, mais pas de lien de subordination. À partir du moment où il n'y a pas ce lien de subordination, on ne peut pas parler de contrat de travail. Donc, par exemple, dans un contrat de mandat ou dans un contrat de franchise ou de sous-traitance, vous avez l'élément prestation de travail, vous avez l'élément de rémunération, mais il manque le lien de subordination.
Et oui, et c'était justement le cas de mon ami livreur. En effet, il y avait bien une prestation de travail, puisqu'il travaillait pour le patron de la pizzeria. Il y avait bien une rémunération, puisque le patron de la pizzeria lui versait une rémunération. Alors, ça, on ne pouvait pas dire que c'était une rémunération qui s'appelait salaire, puisqu'il n'y avait pas de contrat de travail, mais il y avait bien rémunération. Mais y avait-il lien de subordination? Et c'est là qu'il devient intéressant d'étudier la notion de lien de subordination. Alors, le lien de subordination, c'est donc, selon la jurisprudence, l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, ça revient à peu près au même, c'est-à-dire donner des ordres, dire aux salariés tu dois faire ceci, cela, dans tel ordre, à telle heure. D'en contrôler l'exécution, c'est le pouvoir de contrôle, c'est-à-dire l'employeur a le droit de contacter le salarié pour savoir si le travail est bien fait, si le salarié, il a le droit de surveiller que le salarié fasse bien son travail, ne prenne pas trop d'heures de pause, trop de pauses, et éventuellement de surveiller que le salarié va bien aux endroits que l'employeur lui a dit d'aller, si par exemple il est livreur. Bon. Et le pouvoir de sanctionner. Alors, qu'est-ce que c'est que le pouvoir de sanction? C'est le pouvoir de dire le salarié n'a pas respecté son obligation, je sais pas moi, par exemple, d'aller livrer la pizza chez tel client, il a préféré aller voir un copain pendant ce temps, eh bien, je peux le sanctionner soit en lui donnant l'avertissement, en le licenciant, voilà. Toute sanction, eh bien, sera analysée comme le pouvoir de sanction d'un employeur. Alors, dans le cas de mon ami livreur, qu'est-ce que ça aurait pu être le pouvoir de direction? C'est le fait que mon ami n'allait pas venir quand il voulait travailler. C'était son patron, le patron de la pizzeria, pardon, qui allait lui dire tu viens à telle heure et jusqu'à telle heure, et il n'avait pas le choix de dire tiens ce soir je vais rentrer, ou tiens les livraisons de pizza je vais pas les faire de 6 à 8 heures mais de demain matin, ou de 11 heures à midi. Non. Voilà, lorsque normalement on fait appel à un sous-traitant, on lui dit j'aimerais que telle chose soit faite, mais on ne lui impose pas forcément des horaires. Donc voilà, là c'est l'expression, c'est-à-dire l'illustration du pouvoir de direction d'un employeur. Le pouvoir de direction, ça peut être également le fait d'imposer une tenue vestimentaire. Par exemple, la tenue de la pizzeria, enfin avec la marque de la pizzeria sur les vêtements. Ou bien ça peut être le fait d'imposer le matériel de l'entreprise, comme le scooter de l'entreprise. Enfin, ça peut être le fait d'imposer aux travailleurs de ne travailler qu'avec la pizzeria. En gros, une clause d'exclusivité qui empêche le travailleur de travailler pour une autre pizzeria concurrente. Alors, qu'y a-t-il d'autre pour prouver ce lien de subordination? Eh bien, pour mon ami livreur, ce pouvoir de contrôle peut également permettre de prouver le contrôle de son employeur qui, par exemple, l'appelle pour savoir s'il a bien livré la pizza, le surveille pour voir à quelle heure il arrive lorsqu'il l'appelle pour venir un jour de match livré, voir s'il n'arrive pas en retard, etc. Ça, c'est l'expression, l'illustration du pouvoir de contrôle. Et puis, il y a le pouvoir de sanction. Alors, qu'est-ce que c'est le pouvoir de sanction? Il ne peut pas le licencier parce qu'il n'est pas le salarié. Eh bien, le pouvoir de sanction, ça peut être tout simplement le fait que l'employeur, habituellement, l'appelait pour les jours de grands matchs, pour les jours de matchs de foot, l'appelait pour venir l'aider. Puis bien, la dernière fois, comme il a mal travaillé, mon ami, eh bien, le patron de la pizzeria décide de faire appel à certains auto-entrepreneurs, mais pas à lui. Donc, entre guillemets, pour le punir, quoi, d'avoir été trop lent, de ne pas avoir bien travaillé. Eh bien, ça, c'est l'expression d'un pouvoir de sanction. Alors attention, le juge, c'est-à-dire le conseil de prud'homme, décide au cas par cas. Et il ne faut pas uniquement prouver un indice comme, je sais pas moi, la tenue vestimentaire imposée. Non, il faut un ensemble d'indices. En fait, on dit que le juge utilise la méthode du faisceau d'indices. C'est-à-dire qu'il balaye toutes les preuves, tous les indices qu'on lui donne, et puis décide au cas par cas. Et si on réunit tout ça, eh bien on peut aller devant le juge et demander à faire ce qu'on appelle la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail salarié. Voilà. Et cette requalification, ça a des conséquences qui sont lourdes. Alors, premièrement, si le contrat a été rompu et qu'il est requalifié par le conseil de prud'homme, donc par le juge, eh bien, l'employeur devra un minimum de 6 mois de salaire au salarié. Donc 6 mois de salaire, vous imaginez, pour un SMIC, ça fait déjà 6 000 euros.
Mais si le salaire est de 2000 ou 3000 euros par mois en moyenne, eh bien vous faites 3 fois 6, 18, ça fait 18 000 euros. Donc selon le salaire, ça peut aller très très vite. Par ailleurs, l'employeur devra certainement payer les cotisations sociales qu'il aurait dû payer pour le salarié. Donc, toutes les cotisations sociales qu'il a réussi à ne pas payer, puisque le travailleur était au RSI, il était donc indépendant, et bien là, l'employeur devra verser toutes les cotisations à l'URSSAF. Enfin, l'employeur devra s'acquitter de toutes les heures supplémentaires qu'il n'a pas payées. Et oui, imaginons que le livreur ait fait, disons, 45 ou 48 heures, voilà, 48 heures de livraison par semaine. Eh bien, normalement, le patron de la pizzeria aurait dû lui payer de la 35e à la 44e heure 25% de plus et 50% de plus jusqu'à la 48e heure. Et il faut même savoir que si le livreur avait travaillé au-delà des 48 heures, eh bien, le patron aurait alors violé un- une loi pénale qui interdit, qui limite la durée hebdomadaire du travail à 48 heures. Ainsi, il aurait été obligé de payer une amende en plus. Bien, nous allons voir maintenant un cas concret, un cas réel. Vous connaissez tous ces anges de la télé-réalité. Il y a eu une affaire très très connue de requalification de la relation de travail en relation de travail salarié en matière de télé-réalité qui a servi de jurisprudence pour toutes les émissions de télé-réalité. Alors, il y en a eu beaucoup hein, des émissions de télé-réalité. La justice est un peu lente en France. Il a fallu à peu près 10 ou 12 ans pour que l'affaire arrive jusqu'à la Cour de cassation donc, et que la jurisprudence soit enfin créée. L'affaire est en fait partie d'une émission de télé-réalité très connue à l'époque qui s'appelle L'île de la Tentation. Et cette affaire a été ensuite étendue à toutes les autres émissions de télé-réalité puisque tous les plaignants sont joints et ont attaqué quasi simultanément au même moment les producteurs des émissions. Mais ça, c'est dans l'accès de la zone réservée.
pensez d'un individu à qui on demande de se placer là, à qui on demande de répéter certaines scènes, comme par exemple pour la grande parade dans l'île de la Tentation? La TF1, c'est la mise en cause du principe même de la télé-réalité. Nous ne sommes pas en présence de travailleurs salariés. C'est aux antipodes du droit du travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques heures de diffusion, de télédiffusion, pour des milliers d'heures d'enregistrement. Et pour obtenir ces quelques heures, on leur impose un certain nombre d'activités qui sont en partie agréables, ludiques. Mais au même titre que Thierry Lhermitte, lorsqu'il joue dans Les Bronzés, le tournage était plutôt dans des conditions assez agréables. Faire du jet ski en soi, ce n'est pas un travail, mais à partir du moment où vous le faites pour un producteur, puisqu'il a besoin d'images de personnes sur un jet ski, c'est un travail. C'est aux antipodes du droit du travail, du contrat de travail tel que régi par le Code du travail. La notion de travail et de plaisir n'est absolument pas incompatible. J'ai contribué au même titre que les caméramans, que les preneurs de son, à l'élaboration d'un format audiovisuel, de par ma prestation. Dans ces conditions, je devrais avoir le statut qui correspond à ma prestation. Je rappelle que ces jeunes gens réclament un demi-million d'euros chacun pour 3 à 10 jours de tournage il y a plus de 6 ans. Demander entre 100 et 400 000 euros par plaignant, c'est pas un peu énorme? Ah, c'est énorme, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces indemnités qui sont de montant considérable, il faut savoir que c'est le législateur qui les a prévues. Prenez la convention collective des artistes-interprètes, vous avez 350 euros par jour. Comme on est à la disposition 24 sur 24, mais même si je ne prends que 18 heures par jour, puisque ça c'est incontestable, 18 heures par jour, j'ai un salaire journalier de 1500 euros. Je travaille 7 jours sur 7. Donc pour calculer mon travail, mon salaire, mon assiette salariale mensuelle, je vais avoir 1500 x 30, donc j'ai 45 000 euros. La loi prévoit 6 mois de salaire. Bah, immédiatement, c'est 45 000 x 6. TF1 a tout à gagner, notamment sur le plan de l'application juste du droit du travail, qui en l'occurrence n'a tout simplement pas à s'appliquer, puisque nous ne sommes pas en présence de travailleurs salariés. Qu'est-ce que vous pensez d'une personne qui doit respecter toutes les activités, qui peut attendre par exemple plusieurs heures au soleil en attendant qu'il y ait une bonne image, il y ait une bonne lumière? Qu'est-ce que vous pensez d'un individu à qui on demande de se placer là, à qui on demande de répéter certaines scènes, comme par exemple pour la grande parade dans l'île de la Tentation? Ce type d'émission a démontré ses limites et que d'abord les téléspectateurs ne sont plus dupes et puis les gens qui y participeront sauront désormais qu'ils ont des droits à faire valoir. Les producteurs audiovisuels ou les télédiffuseurs ne sont pas au-dessus de la loi, à côté de la loi. Ils doivent respecter la loi. Je ne pense pas que ce soit le montant de la demande qui fait peur à TF1. Ce qui fait peur à TF1, c'est la mise en cause du principe même de la télé-réalité et le risque que cette décision rende impossible la poursuite de ce type d'émission. Vous avez combien de plaignants là aujourd'hui? Plus de 130. C'est qu'un début.